What's your problem? I said, what's your problem? How are you today, sir? Okay, how's it going? Fine, thank you. Thank you, sir. Here you are, sir. Thank you. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. Voilà, je pense que c'est explicite comme ça. Donc, le temps imparti pour cette petite présentation est assez court, donc on va aller un peu vite. Mais donc, à travers ce petit extrait, on voulait parler de la valeur hautement normative qu'est la publicité, et qui reste la publicité, c'est les codes de la bourgeoisie qui s'imposent à tous et toutes sans distinction, et qui a un très haut degré de violence symbolique, d'une part pour ceux qui ont les moyens de consommer et d'afficher ces signes de succès et de reconnaissance sociale, et d'autre part sur ceux qui vivent dans la frustration de ne pas avoir les moyens de pouvoir atteindre ce bonheur qui nous est imposé à travers la consommation. Et donc là, on va d'abord reprendre peut-être l'espace public, de quoi on parle. On a des petits slides qui montrent un peu de quoi il est question ici en Belgique et un peu partout en Europe. Donc principalement, on a les deux géants de la publicité qui se partagent la grosse partie du gâteau, qui sont Clear Channel et JCDecaux, dont respectivement, je pense qu'ils disent, oui, 4500 écrans digitaux, une couverture de 500 millions de personnes chaque mois dans le monde entier, 3 milliards de dollars américains de chiffre d'affaires en 2012. Je pense que ça continue à monter. On sait que le budget de la publicité annuellement dans le monde, c'est 300 à 500 milliards par an, ce qui en fait le deuxième plus gros budget mondial après l'armement. On va maintenant aussi pouvoir, sur cette base-là, critiquer un peu l'argumentaire qui est que la publicité, c'est la liberté d'expression. Ça reste et ça restera toujours la liberté d'expression pour ceux qui ont les moyens de la payer. Et donc aussi l'impossibilité à ceux qui ne sont pas d'accord avec ces messages-là de la contester. Comme cet espace est vendu à prix hautement inaccessible pour la majorité des petits commerces, on a aussi le fait que la publicité maintenant est juste partagée entre une centaine ou un tout petit peu plus de multinationales, et que ça nuit aussi à toute autre forme de commerce, le commerce de proximité, tout ce qui est artisanat, on peut l'observer partout autour de nous, c'est en train de péricliter. Et maintenant, on veut aussi dénoncer ce qu'on voit dans les messages, qui est la norme, à savoir le racisme ordinaire, le sexisme. Et on va commencer par une petite citation du PDG d'Apple, Ngozi, qui explicite bien, selon nous, que la publicité reste et restera le moteur et l'essence de notre économie, et que c'est créé pour nourrir des besoins qui sont totalement factices et dont on se passerait volontiers. Et on peut maintenant enchaîner sur différentes affiches de publicité qui sont donc considérées comme tout à fait recevables par le comité d'éthique de la publicité, qui est un organe pseudo-indépendant, mais qui donne son feu vert sur beaucoup de messages. Donc,
que ce soit on va dire la méritocratie ambiante, donc mettre sur piédestal la réussite individuelle, la banalisation des violences conjugales, ouais, violence conjugale toujours. Là, on a une petite fille modèle de 9 ans qui est hyper sexualisée pour vendre je ne sais quelle marque de vêtements ou de ouais. Celle-là aussi pas mal dans le genre. Donc, les suprémacistes ont encore des beaux jours devant eux. Donc, ça aussi, le culte du corps, la grossophobie ou encore, une fois de plus, le sexisme ordinaire. Donc, on est tous un peu blondes, on apprécie. Donc, celle-là aussi, c'est la droite. Et d'où on voue un véritable culte en fait à l'objet, à la consommation, et que ça détruit les rapports qu'on peut avoir entre nous. Aussi, la publicité se base souvent sur des études pseudo-scientifiques. Donc, on nous vend plein de produits qui auraient des mérites avérés par la science. On sait qu'au début, Monsanto vendait son herbicide Roundup comme quelque chose de totalement inoffensif et de biodégradable. Là, on voulait aussi montrer que la publicité occulte totalement les modes de consommation et de production et qu'on ne va jamais parler des externalités négatives, que ce soit l'exploitation des enfants un peu partout, des conflits qui naissent de l'accaparement des ressources et des matériaux rares en Afrique ou partout ailleurs, que ce soit chaque fois les vaches et la ferme idéalisée qui nous est présentée quand on sait que la réalité est qu'on abat des millions, voire des milliards d'animaux chaque année dans des conditions atroces pour la majorité des cas. Donc, un peu tout ça qui nous pousse à nous mobiliser et que la publicité n'est jamais gratuite et qu'on est tous et toutes des produits qui sommes vendus par les journaux aux publicitaires, par la télé aux publicitaires, par les communes aux publicitaires et aux grandes marques à travers eux. Et que c'est un constat qu'on refuse et on invite tous celles et ceux qui veulent à se mobiliser contre. Et maintenant, si je ne me trompe pas, oui, une fois de plus, c'était pour un peu contrebalancer la prétendue liberté d'expression. On a ici une campagne qui a été refusée par qui avait été acceptée par le comité éthique, mais refusée par les annonceurs parce qu'ils avaient peur que ça ait des conflits, en sachant que les industries pharmaceutiques ont un poids considérable. Clear Channel et JCDecaux ont préféré refuser d'afficher cette campagne qui dénonçait le prix de la santé et les énormes bénéfices qu'on se fait sur le dos des malades. Et oui, donc à l'heure actuelle, on n'est pas très organisé dans le sens où on n'a pas une ligne de conduite ou pas des propositions qu'on développe en plaidoyer politique. Il y a beaucoup de courants et d'autres groupes qui nous inspirent. Il faut savoir qu'on se base aussi sur des exemples concrets qui sont passés. On a déjà supprimé la publicité de l'espace public à Sao Paulo, à Grenoble. Sao Paulo, ça a été le cas pendant juste un mandat. Maintenant, c'est de nouveau envahi de publicité partout. Que le métro, par exemple, de Stockholm a décidé d'interdire la publicité aussi de tout son espace. Et on dénonce aussi, mais ça c'est un peu au-delà de l'espace public, mais que maintenant tous les médias sont énormément subsidiés, enfin fonctionnent énormément sur base de publicité et que ça les pousse dans une logique de la vente qui nuit gravement à l'esprit critique, à leur indépendance de la ligne éditoriale et qui à terme fait qu'on baigne dans un dogme qui est plus possible de contester, en tout cas de manière audible. Et voilà, je pense que vous voulez encore ajouter quelque chose? Les images qu'on a vues là, avec
ça. C'est des images, les personnes qui créent ces images, on doit quand même reconnaître une forme de créativité, je pense. Et donc il y a une espèce de, une torsion comme ça. La publicité utilise énormément de personnes créatives ou des personnes qui font des artistiques parce que ça augmente un peu. Et donc il y a des images avec lesquelles on peut rire, manipuler. Et nous, quand on notre créativité pour redétourner leurs images, et, enfin, il y a toute cette espèce de créativité qui est utilisée dans un sens comme dans l'autre. C'est un peu intéressant quand même. Donc, bonjour tout le monde, moi c'est Robin Bronlet, je viens pour le collectif Liège sans pub. D'abord, merci aux camarades de Brainwashing parce que ils ont déjà dit l'essentiel en termes des raisons de l'activisme anti-pub. Donc je vais me contenter de présenter un peu plus notre collectif et puis d'ajouter peut-être des réflexions sur des choses qui ont déjà été dites. Liège sans pub, comme tu l'as dit Sarah, a été créé dans un contexte bien particulier et en réaction en fait à ce qu'on voyait comme une fenêtre d'opportunité politique qui est l'arrivée à échéance du contrat publicitaire de la ville de Liège. Alors, contrat publicitaire de la ville de Liège, c'est un contrat entre JC Decaux et la ville de Liège qui a été signé en 2001 pour une durée de 15 ans, ce qui est la pratique habituelle dans ce type de contrat. Donc, ce contrat arrive à échéance. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un contrat qui, en fait, organisait la fourniture de ce qui est appelé dans le contrat du mobilier urbain par JC Decaux à la ville de Liège. Et le versement d'une rémunération à la ville de Liège. Donc, en fait, le mobilier d'installer 950 faces publicitaires de 2 mètres carrés dans l'espace public liégeois. De corbeilles d'arceaux à vélo, le versement de une somme qui est à peu près équivalente sur la durée du contrat, enfin qui était à peu près équivalente à plus ou moins 1 million d'euros par an. Donc voilà, c'était un contrat qui arrive à échéance. Un peu avant l'échéance de ce contrat, 2013-2014, on a Grenoble qui, en fait, face à le même d'opportunité, choix de ne pas renouveler ce contrat. Oui, donc nous à Liège, on en a entendu parler. Il y avait des mouvements anti-pub déjà à Liège depuis des dizaines d'années. Et alors en fait, on s'est dit avec quelques-uns que ça serait vraiment intéressant voilà, on avait 2 ans entre le moment où on apprend ça et l'échéance du contrat à Liège. On se dit, allez, on va vraiment tout donner pour essayer de fédérer tout ce qui existe sur Liège en termes de mouvements anti-pub et d'essayer de formuler vraiment une revendication commune dans la demande de non-renouvellement de ce contrat. Alors donc, ce qui, je trouve ici, ce qui était chouette dans la création du collectif Liège sans pub, c'est qu'on avait du coup un objectif naturel fixé, ce qui évitait en fait de devoir se couper les cheveux en 4 et d'avoir des débats interminables sur les particuliers de l'éthique anti-pub. Est-ce qu'on est contre toute publicité ou est-ce qu'on est contre toute publicité commerciale? Quid de si c'est une publicité culturelle? Oui, mais si c'est un événement culturel qui est à but lucratif, etc. Enfin, ça peut être des trucs qui peuvent faire perdre du temps quand on essaye de construire une position commune pour un collectif. Du coup, ici, on pouvait simplement se dire, ce qui nous réunit, peu importe d'être d'accord forcément sur tout, mais ce qui nous réunit, c'est que tous ceux ici, on trouve que ce contrat-là, tel qu'il existe et tel qu'il est envisagé de le renouveler, que ce soit avec Decaux ou avec Clear Channel, ce contrat-là, on n'en veut pas, peu importe la forme qu'il prend. Et donc on a pu reprendre du coup les arguments tels que ceux qui ont été résumés par les copains de Bandwashing ici, mais en les formulant de manière précise par rapport au contrat qu'on avait devant nous. Donc en gros, voilà, c'était de dire par exemple la pub nuit à l'environnement, ça semble évident de par son injonction à la surconsommation et même le fait d'installer du mobilier, parce que dans le mobilier urbain, il y a les abribus qui ont une utilité évidemment.
aussi des panneaux qui n'ont aucune utilité, si ce n'est d'inciter à la consommation. Donc évidemment que c'est une aberration environnementale. Permettait aussi de répondre à des arguments du type ouais, mais enfin, vous voulez tuer le commerce, etc. Et là, on expliquait, regardez, le système contre lequel on est en train de se battre ici, le système JC Deco, c'est absolument pas des publicités où le petit commerçant du coin vous explique qu'il y a la promo sur le boudin de Noël local. C'est des publicités qui sont uniquement accessibles de par le système tel qu'il est proposé et par les conditions financières qui sont exigées de Deco ou de Clear Channel. C'est un système qui est uniquement accessible à des entreprises de taille multinationale. Et donc, ça va toujours être le même type de produit qui appartient à un nombre finalement assez restreint d'entreprises qui se trouvent affichées. Et donc pas. Et en fait, on s'est retrouvé ça. On était assez surpris nous-mêmes de trouver finalement comme alliés des commerçants liégeois. Donc des gens qui a priori on n'imaginait pas être les plus grands pourfendeurs du capitalisme, mais sur ce combat-là, on pouvait les avoir à nos côtés contre le renouvellement du contrat. On a fait aussi tout le travail de dire, d'examiner combien rapportait finalement la publicité à la ville. Donc on en est arrivé à donc il y a la compensation financière qui est ce chiffre qui peut paraître assez impressionnant de 1 million d'euros par an. Ça c'est une moyenne sur 15 ans. À ce propos-là, on a vite remarqué qu'il y a déjà quelque chose que nous on trouvait assez pervers dans le versement de ces rémunérations-là, c'est que lorsque la ville signe en fait le contrat, la majorité qui est en place à ce moment-là demande de percevoir la majorité de la rémunération lors des premières années, et puis c'est dégressif. Comme ça, ils se disent bon, au moins on peut, on emmagasine, et puis on ne sait même pas si on sera toujours au pouvoir dans 15 ans, donc tant pis à ce moment-là. Donc ça veut dire que touchait beaucoup au début, mais vers la fin du contrat, il ne touchait plus que plus ou moins 300 000 400 000 par an, parce qu'ils avaient touché plus au début. Donc nous, on pouvait dire, voilà, s'il faut remplacer cette part-là du budget, c'est quand même pas si énorme. D'autant que même si on prend le chiffre d'1 million, à l'échelle d'une ville comme la ville de Liège, qui a un budget de 500 millions d'euros, c'était 0,2% du budget communal, donc quelque chose de significatif, et effectivement, il faut envisager il faut les trouver, mais c'est pas, la ville ne s'effondre pas parce qu'on arrête d'avoir la publicité. Nous on avait fait quelques propositions, on avait été voir ce qu'ils avaient fait à Grenoble. Alors à Grenoble, ils expliquaient que les nouveaux échevins, la nouvelle majorité, n'avaient pas pris de voiture avec chauffeur et que déjà rien que ça permettait d'économiser l'essentiel du budget qui était représenté. Donc voilà, pour couper court au suspense, malheureusement, la ville de Liège nous a annoncé au mois de juin de cette année qu'elle avait signé un nouveau contrat jusqu'en 2031. Donc, on va dire que notre objectif n'a pas été atteint. Maintenant, on est quand même assez content d'avoir réussi vraiment à au moins poser le débat. Et alors, il y avait... donc ici, c'est un petit graphique en fait qui reprend. On a fait un site internet, liège-sans-pub.be, sur lequel on avait mis notre pétition. On a lancé donc le site au mois de janvier 2017 et on s'est amusé à faire un petit graphique de l'évolution de nos signatures. Et alors on a remarqué que lorsqu'on, notamment, parce qu'en tant que dans de revendications et de la production de pétitions, etc. Mais il faut quand même bien un peu aussi s'amuser à intervenir dans l'espace public et faire des recouvrements. On s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui permettait à la fois de ne pas trop s'emmerder en tant que collectif et de faire des actions qui étaient chouettes et donc de ramener des gens de fond, et aussi les gens, parce que dans la rue, quand on était en train d'installer, on faisait des actions, par exemple au mois d'avril, une action qu'on avait appelée musée urbain maire, on avait demandé à des artistes liégeois de nous réaliser des œuvres, qu'une pub d'Abribus, et on avait été pub en disant la réflexion dans la ville pour être occupé par tout à fait autre chose, comme par exemple de l'art. Et alors là,
sur la photo des passants. De, en diffusant les photos, ça diffuse notre message, quoi. Donc on a évidemment le paradoxe d'être un collectif pub. La visibilité principale est sur un réseau social financé par la publicité. Donc on a notre page Facebook, on a notre page Twitter qui, bon, évidemment, représente un paradoxe dans moyen d'action, mais voilà, ça n'empêche pas que on trouve ça intéressant de pouvoir diffuser ce message-là et on se retrouve avec des montages qui représentent les actions, qui sont par centaines de milliers de fois, et puis voilà, ça a fait que la présence dans la sur Internet nous a permis d'atteindre 5000 signatures. À ce moment-là, voilà, ils nous ont annoncé qu'ils avaient le contrat, même s'il se terminait en novembre, au mois de juin, face à une mobilisation qui était grandissante et où des centaines de personnes venaient assister au conseil communal pour défendre nos revendications, voilà, on s'est fait couper l'herbe sous le pied et le renouvellement du contrat a été annoncé. Donc voilà, pour ce qui est de Liège sans pub, on continue à se voir, on continue à préparer des actions. Et on est en réflexion pour comme on se rend compte qu'en fait, sans cette revendication-là, on a un peu plus de mal à formuler vraiment, parce que du coup, on se retrouve justement dans les débats un peu interminables dont je parlais, qu'est-ce qu'on veut exactement, qu'est-ce qu'on veut à la place. Alors on s'est dit que ce serait peut-être chouette de repartir sur une nouvelle revendication, et ce serait probablement quelque chose du style... comme on avait demandé à la ville de Liège de faire comme Grenoble et arrêter le contrat publicitaire, ici on aimerait bien demander à la ville de Liège de faire comme Sao Paulo, ce qui est en fait une autre démarche, et d'interdire la publicité sur les panneaux de grande taille dans toute la ville. Parce que c'est deux systèmes qui sont un peu... qui ont des bases légales différentes, je veux dire. Il y a d'une part un contrat global, et il y a d'autre part ce type de gros billboards, gros panneaux, qui sont en fait sur base individuelle et sur base de l'obtention d'un permis d'urbanisme pour chaque panneau et la rémunération du propriétaire du terrain sur lequel est installé le panneau, sur lequel la ville touche une taxe qui en fait est, d'après les recherches qu'on est en train de faire maintenant, nous semble assez minime. C'est quelques centaines d'euros par an pour des gros panneaux, et donc on se dit que peut-être qu'on pourrait formuler ça en vue des élections, de dire ça, il n'y a pas besoin d'attendre la fin du contrat. Interdisons les panneaux dès maintenant, quoi. Donc voilà, ça c'était pour présenter un peu notre fonctionnement. Maintenant, j'avais envie de rebondir sur deux, trois choses qui ont été dites. Sur le petit film et la réflexion sur le fait que la publicité nous donne une agence. Que quelqu'un qui l'a... C'est un certain Edward Bernays, qui est considéré comme le fondateur de l'industrie des relations publiques modernes, qui a écrit pas mal de bouquins sur les... Donc, publicitaire, hein, il a écrit des bouquins sur ce que donc il appelle les relations publiques, où il explique d'ailleurs que maintenant, on va quand même appeler ça les relations publiques, parce qu'à la base, on appelait ça de la propagande, mais suite à quelques événements en Allemagne, le mot propagande a attrapé un peu mauvaise presse, et donc on va appeler ça relations publiques, mais tout à fait candide par rapport aux questions qu'il anime. Et donc il nous dit notamment, donc c'est quelqu'un qui croit évidemment au libéralisme, au capitalisme, et qui trouve que c'est un système face à la menace à l'époque du communisme. Et donc, d'une part, il dit, alors, on a un système de libre-échange, mais pour que ces systèmes fonctionnent de manière fluide, il faut qu'il y ait une minorité de gens qui guident la population, et donc la manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions des masses est un élément tout à fait important dans la société démocratique. Il ne se cache pas d'avoir cet objectif-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment lui-même
explique que la publicité, elle a aussi une fonction vraiment politique. Une publicité, pour lui, c'est pas dans le existe qui renforce qu'elle va citer finalement autant pour un produit que pour on peut appeler ça le capitalisme, la consommation ou la libérale telle qu'elle est organisée aux États-Unis ou en Europe. Et donc ça, je trouvais ça intéressant de signaler comment des fois les ça va être intéressant à lire. À ce sujet-là aussi, nous on aime toujours bien citer par rapport à l'aspect éthique de citer. Même en fait, quand vous allez voir sur le site, en fait, sur jc2co.be, aux annonceurs, en fait, nos supports à nous plutôt que d'autres. Alors JC2Co leur dit: la publicité dans les rues les plus courues et dans les centres-villes offre l'opportunité idéale de cibler les audiences difficiles d'accès, telles que ceux qui regardent peu la télévision et les plus jeunes. Et comme la quasi-totalité des panneaux de cause sont éclairés, le message est visible littéralement 24 heures par jour. En outre, le mobilier urbain ne peut pas être évité. Il n'y a pas de bouton de fermeture ou de désinscription. Et on ne peut pas changer de chaîne ni courir aux toilettes. C'est Decaux qui nous dit: c'est à la télé. Évidemment, c'est quelque chose qui est évidemment dénoncé par les collectifs anti-pub, le fait de ce que en fait, les gens, notamment de RAP en France, appellent la liberté de non-réception. Et le deuxième acquittement qu'ils ont obtenu, si je me souviens bien, c'était sur la base de l'état de nécessité face à une urgence écologique et face au fait qu'il y a un danger imminent et qu'une publicité qui va enjoindre à la consommation, qui enjoint à la consommation dans le contexte actuel était un état de nécessité. Maintenant, bon voilà, ce sont des jugements qui sont minoritaires, vous l'aurez compris. Donc voilà, oui, et encore une dernière chose par rapport au racisme et au sexisme. Je voudrais ajouter encore quelque chose parce que nous aussi on montre souvent les publicités des campagnes choquantes et d'ailleurs on a toujours des débats en se disant bon, évidemment on leur fait de la pub, mais en fait au-delà de ça, donc même si on avait un jury d'éthique publicitaire en fait qui n'était pas juste de l'autorégulation, qui était quelque chose qui fonctionnait de manière stricte, etc. Pour nous, ça ne suffirait pas. Alors moi, je vais tout à fait étonner par rapport au panel, évidemment, puisque je suis professeure et même pire, je suis coprésidente du département publicité, donc de la section publicité. Donc je forme des étudiants à devenir les publicitaires de demain. Il se fait qu'en amont, j'ai réalisé pendant 6 ans une thèse de doctorat sur l'éthique publicitaire, et pas que, c'était sur justement les représentations sociales des futurs publicitaires vis-à-vis de l'éthique publicitaire. C'est-à-dire que je mesurais leur attitude par rapport à la publicité, savoir s'ils étaient cyniques, si c'était, je sens qu'on va avoir le bruit de la manifestation, on va peut-être... et donc j'essayais de finalement mesurer leur attitude, de voir ce qui les choquait, ce qui les choquait pas, est-ce qu'ils étaient conscients de l'éthique publicitaire, et au-delà de ça, quelles étaient leurs attitudes, c'est-à-dire est-ce que ça leur était fondamentalement égal, est-ce que ça les faisait trouiller, est-ce qu'arrivés dans le secteur publicitaire, ils allaient mal le vivre, ou ils allaient en avoir rien à foutre, etc. Forcément, avec cette casquette de spécialiste de l'éthique publicitaire, j'ai mis en place un cours sur l'éthique publicitaire, et c'est un peu mon cheval de bataille, c'est-à-dire qu'effectivement, ça pourrait paraître tout à fait schizophrène que de donner un cours d'éthique. Déjà, il y a toute une série de personnes qui disent éthique et publicité, ça va juste pas ensemble, donc pourquoi en parler? Mais par ailleurs,
moi, justement, je me dis, ben oui, il y a vraiment absolument matière à parler de ça, parce que je vois ici dans le panel, j'ai un étudiant présent et je suis très content qu'il soit avec nous. Mais je vois dans ce panel-ci deux mondes complètement séparés. Je vois le monde associatif, culturel, etc., qui se mobilise. Et puis, je côtoie quotidiennement le monde de la pub, le monde des écoles de pub, le monde qui comprend les régies, les médias, les écoles de pub, etc. Et ce qui me chagrine à chaque fois, c'est de me dire, ces mondes ne se côtoient pas. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon cours d'éthique publicitaire, dont je pourrais parler là tout de suite, je fais venir des anti-pubs. J'aime pas le mot, mais bon, par facilité, appelons ça des anti-pubs. Donc je fais venir des gens fondamentalement opposés à la publicité, ne fût-ce que sur les chaînes publiques de la RTBF. Je fais venir des gens qui sont opposés au jury d'éthique publicitaire. Je fais des gens, Liège sans pub sont venus se présenter à mes étudiants. Et la réaction de mes étudiants est parfois de dire, alors le but c'est d'abord qu'ils se disent pas c'est quoi ces archaïques et d'où est-ce qu'ils sortent ces gens. Mais par ailleurs, la réaction de mes étudiants est de dire, pourquoi vous n'avez jamais été parlé à JC Decaux? Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais été parlé je vois par exemple un truc assez symptomatique. Ici, on montre des images publicitaires. Vous avez eu un panel d'images publicitaires qui étaient effectivement absolument scandaleuses. Ce ne sont pas des publicités qui sont diffusées en Belgique. Et donc, sans vouloir du tout défendre le GEP, vraiment, c'est pas... Oui, absolument. Oui, je suis complètement d'accord. Mais l'idée, c'est de dire, qu'est-ce qui relève des compétences du jury d'éthique belge et comment aller parler avec ces gens, dans la mesure du possible. Mais en tout cas, aller se frotter à la réalité de la publicité en Belgique. Et donc, mon job serait en fait peut-être faire en sorte qu'il y ait plus de synergie entre les publicitaires de demain, mes étudiants, et le monde associatif. Et c'est finalement un cours qui fait en sorte que je passe en revue avec mes étudiants finalement tous les écueils faits à la publicité. Je les fais rencontrer le monde associatif pour qu'ils sortent un peu de leur bulle, pour qu'ils se déniaisent un petit peu, avec moi impérativement un discours qui est le discours du professeur. Et avec ce type de public particulier, c'est-à-dire qu'ils ont 22, 23, 24 ans, il n'est pas question d'imposer un point de vue. Et donc, c'est simplement se faire le relais des discours anti-pub, etc., en leur disant, après, vous faites ce que vous voulez, après, vous pensez ce que vous voulez. Parce que si je leur impose, moi, un point de vue, comme vous faites ici, et il faut ce genre de contre-discours, évidemment, eh bien, c'est le meilleur moyen d'avoir des résistances et d'avoir des étudiants qui se disent, c'est quoi cette prof, pourquoi est-ce qu'elle nous parle de ça, etc. Donc ça, c'est important. Avant de commencer, on m'a demandé de venir, du coup, moi, venir avec du coup, là, je remets ma casquette de personne qui a étudié l'éthique publicitaire. Et on m'a demandé de parler de l'éthique publicitaire et de la publicité dans l'espace public. Je ne savais pas trop quoi évoquer avec vous aujourd'hui. Effectivement, l'idée, c'était d'avoir ce point de vue méta. Donc, c'est une toute petite partie qui pourrait être évoquée ici. Ici, effectivement, on en a déjà parlé, on a évoqué, François Brune, là tout de suite, c'est effectivement le fer de lance de l'anti-publicité en France, qui est un auteur qui a énormément écrit et qui est effectivement à la tête de résistance à l'agression publicitaire en France. Ce qui est intéressant, c'est que lui va distinguer, quand on parle d'idéologie publicitaire, deux éléments particuliers. C'est-à-dire qu'il classifie, ce qui m'a bien arrangé moi dans ma thèse et puis dans mon cours que je dispense à mes étudiants en pub, de manière de critiquer la publicité. Et il met d'un côté l'exercice et les méthodes de la publicité et puis de l'autre côté l'influence de la publicité sur notre vision du monde. Je pense qu'ici, le plus important, on peut peut-être passer à la slide suivante. Ça veut dire que donc moi, ce que je fais dans ce cours, c'est ce cours d'éthique dispensé à des futurs publicitaires, c'est que je passe en revue avec eux tous les reproches qui peuvent être faits à la publicité. Pas pour leur apprendre à mieux contrer ces reproches, mais pour faire de ces publicitaires au moins des interlocuteurs, au moins des gens qui savent de quoi il en retourne, parce que je suis persuadée qu'on peut débattre d'une question que si on en a au moins déjà entendu parler, on a eu accès à ces critiques, qu'on a eu accès à des beaux, des exemples tout à fait néfastes et d'autres beaucoup plus positifs. Et donc ça, c'est par exemple le tour des critiques que je fais avec mes étudiants, en long et en large. Il a fallu bien
classifier les reproches publicitaires, même s'ils sont fondamentalement tous interreliés. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, l'idée était surtout d'évoquer l'influence sur notre vision du monde et surtout les deux points suivants qui sont juste avant. Ici, je vous propose juste de voir ensemble, parce que sinon je pourrais vous en parler pendant 30 heures. Certains auteurs qui sont intéressants ici pour avoir ce fameux point de vue méta, qui évoquent le fait que la publicité prône la société de consommation et modifie nos valeurs. Maintenant, c'est une toute petite partie de... Enfin, je ne savais pas trop ce qu'on attendait de moi. Et puis par ailleurs, j'étais même pas sûre de pouvoir être présente aujourd'hui. Donc j'ai eu un petit répit et donc je suis dans les parages. Donc tout ce qui est publicité qui prône la société de consommation, on peut passer à la slide suivante. Il y a un auteur qui est intéressant, en fait, qui s'appelle, que j'évoque avec mes étudiants, qui s'appelle Marshall McLuhan, qui est un grand spécialiste des médias du côté canadien, qui a écrit un bouquin, et alors ce n'est pas une faute de frappe. Ici, j'ai marqué « Mea sage ». Et ce qui est intéressant, en fait, pour l'anecdote, c'est que McLuhan avait au départ souhaité écrire un bouquin qui serait appelé « Le média et le message », parce que son idée était de dire, effectivement, le support sur lequel, quel que soit le média est écrit, a son influence. Si vous écrivez forcément n'importe quoi dans un journal, il va avoir une aura particulière. Si vous avez un discours sur le média télévisuel, il va avoir une autre aura, etc. Donc forcément, le support colore la communication. Et il se fait que l'imprimeur, à l'époque de McLuhan, s'est trompé et il a mis massage au lieu de message. Et McLuhan s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas con. Et qu'il aimait bien cette erreur de son imprimeur et que cette idée de le média et le massage, c'était finalement fondamentalement ce qu'il racontait. C'était de dire que l'effet des médias réside dans le massage, que ces derniers exercent à la longue sur nos modes de pensée, d'agir ou de sentir. Et c'est un peu ça qu'on est en train de raconter ici. Pourquoi est-ce qu'on parle de la publicité au sens large? Pourquoi est-ce qu'elle nous pose à ce point fondamentalement problème? C'est parce qu'effectivement, les médias agissent sur notre culture, sur notre ordre social et sur notre façon d'appréhender le monde sensible, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Même les personnes ici les plus farouchement opposées à la publicité, finalement, le fait qu'elles se donnent tellement de mal pour en échapper, finalement, ça les marque peut-être encore plus, quoi. Il y a deux auteurs qui s'appellent Katla et Cadet qui ont écrit un grand bouquin, une espèce de bible de la publicité, qui parlait de publicité comme parole culturelle dominante. Il parlait de culture, non pas comme culture au sens noble du terme, mais vraiment comme culture populaire. Et c'était pas faux non plus, toujours dans cet ordre d'idées. Ils expliquaient que la publicité culture, elle est culture au sens où les contes de fées pour enfants, les vitraux, les cathédrales, les feuilletons télévisés, les défilés de mode sont eux aussi culture. C'est une culture quotidienne, vulgaire, populaire, la culture de la rue et du papier que l'on jette. C'est pour ça que la publicité nous marque à ce point, c'est pour ça qu'aussi il y a des personnes ici, et il en faut, Dieu merci, qui luttent contre ça. C'est parce qu'effectivement, elle est devenue parole culturelle dominante et également parce que même dans les médias, elle a acquis ses lettres de noblesse, on en parle, il y a des rubriques consacrées aux actualités publicitaires et autres, quoi. Alors venons-en aux reproches que moi j'évoque avec mes étudiants, parmi la liste des reproches que je passe en revue avec eux, et de manière beaucoup plus condensée évidemment, qui serait celui qui dit que la publicité prône la société de consommation. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que pendant longtemps, l'expression société de consommation a été éminemment morale. C'était quelque chose qui était synonyme de bien-être. Et que ce n'est que vraiment dans les années 50, je vais y revenir tout de suite, mais ici, notamment Baudrillard, qui est un auteur qui a beaucoup écrit contre la publicité, qui est une source d'inspiration, qui a une écriture assez touffue, mais qui est intéressante quand même à évoquer quand on veut critiquer la publicité. On voit que petit à petit, cette notion désormais, quand on parle de société de consommation, c'est pour critiquer. Rarement on utilise le terme société de consommation quand c'est pour dire que tout va bien et que c'est un grand bienfait pour l'humanité. Et donc désormais, c'est devenu un nouvel ordre social et économique fondé sur la stimulation incessante du désir d'achat. Et désormais, on considère que la consommation de masse structure nos relations sociales et domine la morale. Cette notion, en fait, elle est apparue
dans les années 50 plus ou moins, avec, si vous connaissez un petit peu tout ce pan de la littérature, avec l'école de Francfort, ce qu'on appelait la sociologie critique, c'est Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas et autres. Et c'est à ce moment-là que la publicité va commencer à être considérée comme la fille de la société capitaliste. Et ils ont vraiment considéré que la communication servait à la manipulation des foules et que la publicité en était l'outil le plus efficace, quoi. Voilà, ici je vous ai mis quelques auteurs de certains auteurs très critiques qui en fait expliquent pourquoi est-ce que la publicité est considérée, on en a parlé en fait, hein, c'est un peu redondant par rapport à ce qu'on a évoqué jusqu'ici, pourquoi est-ce que la publicité est considérée comme source de société de consommation, en tout cas encourage la société de consommation. Ici on voit un auteur qui parle de simplement ce qu'on a évoqué ici, hein, et ce pourquoi finalement Liège sans pub notamment se posait la question de savoir si c'était que les panneaux de JC Deco qu'il fallait tacler, et quid de toutes les annonces qui annonçaient des concerts, des événements culturels ou autres. C'est ça l'idée, ici on voit McDo fait de la pub, contrairement aux restaurants indépendants de notre quartier, Auchan, Leclerc, Carrefour, toute la grande distribution fait de la pub, les maraîchers de notre marché, eux, n'en font pas, la pub est au service d'une économie très productive et donc pauvre en emploi. C'est vraiment ça, c'est de dire, effectivement, l'idée c'est ceux qui ont les sous peuvent se permettre de la publicité, du coup ils ont plus de sous, du coup ils pourront se permettre plus de publicité, etc. J'avais un autre auteur à citer ici, toujours dans la même veine, qui disait « La diffusion de masse d'un certain type de message promotionnel n'est possible qu'à celui qui en a les moyens financiers. La réussite en matière de production de biens ne tient plus seulement au savoir-faire et à la qualité, elle tient à la capacité financière d'engager des campagnes de promotion. » Simplement, on peut peut-être passer à la slide suivante. C'est ça l'idée, c'est de dire, plus on a d'argent, plus on va pouvoir faire de la publicité, plus on a de publicité, plus on va pouvoir tendre vers une situation de monopole. C'était quelque chose qui a pendant un petit temps été un peu remis en cause avec effectivement l'arrivée des réseaux sociaux. C'est-à-dire que pendant un petit temps, on s'est dit, et quand je demandais à mes étudiants, tiens, est-ce que vous pensez que cette espèce de spirale, plus on a de sous, plus on a de publicité, plus on a de publicité, plus on a de sous, c'est quelque chose de vrai. Ils me disaient oui, mais non, pas avec les réseaux sociaux, puisque ça permet à très moindre coût de faire de la publicité. Ça, c'était vrai jusqu'à ce que, en fait, il y ait ce qu'on appelle le reach organique, c'est-à-dire que désormais, oui, pendant longtemps, pendant quelques temps, il y a eu une espèce de petit état de grâce où via un bon référencement sur Google, via une page Facebook très créative, on pouvait, parce qu'on avait une chouette vidéo qui faisait le buzz, en fait, effectivement, avoir une aura sans avoir le budget qui va avec. Et puis désormais, maintenant, ça marche déjà plus comme ça, puisque Facebook a fait en sorte que si vous voulez pousser une vidéo et qu'elle atteigne un public, il faut quand même payer. Et donc, il y a eu effectivement pendant un petit instant de grâce une possibilité pour les plus petits, s'ils avaient des moyens de tourner à moindre coût une vidéo qui était chouette, qui était créative, de la diffuser à grande échelle. Désormais, ils ont fait en sorte que ça ne soit plus possible. Du coup, effectivement, mais c'est un peu ce qu'on a évoqué, hein, généralement, la liste des reproches faites à la publicité quand on parle de vecteurs de la société de consommation, on la sous-divise avec ces différents points. On l'accuse d'être le vecteur de totalitarisme économique, de prôner le libéralisme triomphant, de conforter la position dominante des grandes entreprises multinationales. Aussi, et c'est un petit peu d'être responsable de la standardisation des produits de pair. Qu'est-ce que j'avais d'autre à ce sujet? On peut peut-être passer à la slide suivante. Oui, du coup, à mes étudiants, je montre souvent cette slide-ci qui est très connue. Enfin, c'est une image qui montre simplement que la toute grosse majorité des produits qu'ils consomment est aux mains en fait de 10 grandes multinationales. C'est assez connu c'est une image qui a énormément circulé, ce qui permet de montrer que finalement ceux qui se targuent de vendre par exemple Dove, juste la slide suivante,
enfin, ça c'est le cas le plus commun, hein, c'est Dove est fantastique. On a considéré qu'enfin, depuis quelques années, il communiquait sur les vrais gens de la vraie vie en montrant des femmes plus rondes, des femmes plus vieilles, etc. etc. Ben, Dove est en fait dans l'escarcelle d'Unilever, c'est-à-dire le grand groupe qui possède aussi des marques comme Axe, qui sont à l'extrême opposé de ce que communique Dove. Voilà, alors, quoi d'autre encore? Je vous avoue que oui, alors ce qui est intéressant, je vous parlais de Baudrillard, qui est un auteur qui est vraiment intéressant à évoquer quand on parle de justement cette problématique. Il a ici, dans son ouvrage Le système des objets, eu deux métaphores assez intéressantes quand on veut expliquer comment ça se fait, puisque moi l'idée c'est à chaque fois ne pas laisser mes étudiants sur un constat en disant voilà, la publicité manque d'éthique, c'est comme ça, c'est comme ça. J'essaye à chaque fois de non seulement essayer de comprendre comment ça se fait, de comprendre les enjeux et de aussi comprendre, essayer de leur proposer des pistes d'amélioration. Et Baudrillard me sert ici à comprendre comment ça se fait qu'on est devenu si sensible à la publicité. Lui parle d'indicatif publicitaire qu'il oppose à l'impératif publicitaire. Et son hypothèse est la suivante, il dit que pendant très longtemps la publicité a été réclame, c'est-à-dire qu'on avait des publicités qui fonctionnaient sur un mode impératif, qui disaient fais ainsi, voilà ce que tu dois être, etc., qui était vraiment avec ce genre de rhétorique. Et désormais la publicité a changé de ton parce que ça lui permet d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. Lui parle donc d'indicatif publicitaire et il va jusqu'à dire que donc désormais la publicité dit tout le monde fait comme ça, voilà ce que tu es, etc. Et le message sous-entendu derrière cette publicité, c'est de dire tu es choyé par la société. Et c'est ça qu'il évoque dans sa théorie sur l'indicatif publicitaire, c'est que vraiment désormais la publicité n'a pas un effet direct sur les gens, elle a un effet tout à fait indirect. C'est-à-dire qu'on est tous devenus, et même les plus publiphiles d'entre nous, on est tous devenus un peu publiphobes, ou en tout cas tout à fait sceptiques par rapport au discours publicitaire. Injonction et persuasion provoquent tout à fait des résistances. En plus de ça, il y a effectivement un effet de saturation. Ça ne nous fait plus rien du tout de recevoir une publicité. On est tout à fait immunisé, ou en tout cas on la regarde avec... Ça n'arrive plus jamais qu'on se dise « Ah, mais oui, il a raison, bon sang, je vais foncer. » Attends, j'ai pas encore fini, si tu veux bien revenir. Et dès lors, la publicité, en fait, la somme des publicités nous dit que nous sommes choyés par la publicité et par cet indicatif publicitaire, sans jamais qu'on nous dise « achète », mais plutôt par le biais d'images beaucoup plus jolies qui nous draguent un petit peu, nous acceptons cette société de consommation. Deuxième métaphore proposée par Baudrillard, qui est assez intéressante aussi, il l'a appelée la logique du Père Noël. Alors là, que raconte Baudrillard, toujours dans le système des objets? Il explique que la publicité fonctionne un petit peu comme nos parents, quand on apprend que le Père Noël n'existe pas et que en réalité c'était nos parents. C'est-à-dire que pour lui, on sait tous que la publicité a un impact sur nous. On sait tous qu'elle cherche à nous faire vendre quelque chose. On sait tous ça. On le sait à partir de... Alors les études montrent que parfois c'est à 8 ans, il y a des enfants qui l'apprennent bien plus tôt, peu importe. Mais ce qu'il dit, c'est que malgré ça, alors là je parle sans doute pas à la au bon auditoire, hein, mais moi je dis ça à mes étudiants parce que forcément ils sont plutôt pro-pub et ils aiment ça. Et l'idée, c'est de leur faire comprendre pourquoi est-ce que vous aimez la publicité. Et la théorie de Baudrillard est de dire, un jour, quand on est petit, on apprend que le Père Noël, il n'existe pas. Je regarde qui est dans la salle, ça va ouf. Et que c'est en réalité nos parents. On croise nos parents enfin, moi, personnellement, je les ai croisés, les bras chargés de cadeaux, en train de descendre à la cave. Ou alors on l'apprend à l'école. Enfin, un jour, on apprend ça. Et pourtant, il existe une période de latence entre le moment où on arrête de croire au Père Noël et le moment où on hésite, hein,
on a appris que, mais on continue à y croire un petit peu. Eh bien, d'après Baudrillard, en fait, nous trouvons vis-à-vis de la publicité dans cette période de latence. On sait que la publicité cherche à nous draguer, et pourtant on est sensible, comme nous, on était sensible, comme moi j'ai été sensible quand j'ai croisé mes parents dans l'escalier de la cave, aux soins que les publicitaires ont de nous draguer, de nous raconter de belles histoires, de payer autant d'argent et de nous montrer d'aussi belles choses quotidiennement. Enfin, aussi belles choses, hein, ne me frappez pas. Mais il y a effectivement une espèce de psychologiquement, une espèce de laps où on sait que la publicité cherche à nous manipuler et pourtant on trouve ça quand même assez sympa pour certains. Et donc voilà, Baudrillard dira simplement ceci. Alors, deuxième élément qu'on pourrait évoquer ensemble parmi toutes les critiques à évoquer, c'est le fait que la publicité modifie nos valeurs. L'idéologie publicitaire, et c'est assez étonnant de voir que finalement elle n'évolue que très peu, si vous regardez la pub à la télé ce soir, et surtout en période de Noël, dépeint le bonheur dans la notion de plaisir. Et ce plaisir est immédiat, ça doit être maintenant tout de suite, et ce plaisir, même s'il se déroule avec d'autres personnes, est un plaisir égocentrique. Or, les études montrent pour le moment que les valeurs des gens sont plutôt dirigées vers est-ce que une communication publicitaire pourrait être en phase avec mes valeurs, ou en tout cas, ils voudraient, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans les publicités, c'est plutôt des expériences ou des éléments en phase avec mes valeurs. Or, ici, on continue de voir des publicités qui fondamentalement dépeignent le bonheur dans la notion de plaisir, et un plaisir donc immédiat et égocentrique. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Louis Quesnel, qui est... Ça va, c'est gentil. Et puis, il a une coque, il est déjà tombé plein de fois. Il y a un auteur qui s'appelle Louis Quesnel, ça ne date pas, puisqu'il est déjà en 71. Il parlait des grands mythes et des grandes valeurs que véhicule la publicité. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, elle n'évolue pas tant que ça, elle continue à fonctionner comme ça. Les mythes que véhicule la publicité sont les mythes du progrès, de l'abondance, des loisirs, de la jeunesse et du bonheur. Il le fait au travers de valeurs que sont la santé, la beauté, le confort, la sécurité, la facilité, la vitesse, la nouveauté et le... Et ce que c'est que présent, et ça c'est important de savoir que le facteur omniprésent a forcément son... À travers tous les canaux collectifs de communication, la masse et la réitération continue des messages, la constance des thèmes sous des variations de pure forme, créer un environnement culturel de type eudémonique, érotique, ludique, un nouveau système de valeurs co-générateur de l'esprit du temps. Je ne sais plus pourquoi je voulais raconter ça, mais peut-être que la slide suivante pourra m'éclairer. Voilà. Alors oui, quand je parle de valeurs à mes étudiants, souvent, en tout cas les grands auteurs qui ont distingué les valeurs, distinguent d'un côté les valeurs extrinsèques des valeurs intrinsèques. Et je leur explique qu'en fait la publicité pose problème que les publicitaires utilisent les unes ou les autres. On a tendance, nous fonctionnons fondamentalement avec des valeurs intrinsèques et extrinsèques, un coup l'une, un coup l'autre. Les valeurs intrinsèques étant tout ce qui sont les liens familiaux, amicaux, l'universalisme, tout ce qui est les liens communautaires, etc. Et donc elles sont pas pour rien situées dans la tête du personnage. Ce sont les valeurs qui sont censées être encouragées, censées être les bonnes valeurs qui doivent être vraiment cultivées. Et puis les valeurs extrinsèques seraient le conformisme et l'image, le succès financier, etc., etc., le pouvoir, la beauté physique, etc. Et suite à cette distinction notamment réalisée par Casseur, on a pu voir que quand la publicité joue sur les valeurs extrinsèques, et elle le fait surtout, eh bien, des auteurs comme Anna Bardi ont montré que ça menait l'individu à attacher plus d'importance à ces valeurs et au matérialisme. Donc il y a vraiment des études, ici il y en a une, mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis lors, qui montrent que c'est pas pour rien que ce n'est pas néfaste, c'est pas rien du tout que la publicité utilise ces valeurs, voilà. Et ça, c'est plutôt des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire que la téléphonie, par définition,
a compris qu'il ne fallait pas utiliser les valeurs extrinsèques, le pouvoir, la beauté, etc., mais bien jouer au contraire sur les valeurs intrinsèques, familiales, les valeurs du lien social. Ou c'est tout aussi proche. Je vous publicité sollicite le sens communautaire, les amicaux, l'épanouissement personnel. Elle donne l'impression que pour obtenir ces valeurs par le biais de l'achat du produit promu si on par ailleurs, eh bien, elles vont perdre de leur sens à être utilisées. Je pense que j'ai une vidéo que je montre. Pas grave. Il marche pas bien? Oui. Non, c'était une image, c'était un exemple de publicité qui utilisait l'anticonformisme pour vendre une bagnole. Donc c'était assez étonnant de voir que c'était une simple illustration, donc c'était pas du tout nécessaire, il n'y a pas de problème. Donc, oula, ça va fort. Donc il y a quelques personnes qui m'ont transmis des questions que j'ai parfois réécrites parce que c'était très long et donc j'ai synthétisé, mais je vais les expliquer. Et peut-être après que je les ai lues, vous pouvez choisir à laquelle vous répondez, ou si vous répondez à plusieurs. Bon, il y a certaines qui ont l'air un peu plus logiques. Je vais les lire toutes une fois. Si j'ai mal compris les questions qu'on m'a transmises, n'hésitez pas à gueuler, hein, pas de souci. Donc, il y avait une question sur la position des partis politiques, justement, par rapport à cette remise en question de la publicité, et plus spécifiquement à Liège. Donc, le collège ne vous a pas suivi, mais quelle était la position des autres partis, ou est-ce que c'était uniquement la question budgétaire ou pas? Est-ce que tous les partis avaient ce point de vue-là? C'est peut-être plus pour le collectif, mais si d'autres ont des réponses aussi, voire dans d'autres, à Grenoble aussi, tu as évoqué dans quelle majorité ça s'est transformé. Il y avait une question sur si on ne renouvelle pas les contrats, quid du mobilier du mobilier urbain, puisqu'on a évoqué le lien entre agences publicitaires, JC Déco, Clear Channel, et la mise à disposition de mobilier. Et donc à Grenoble, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu rachat du mobilier? Et puis quand il n'y a pas, parce qu'il y a plein d'endroits où en fait le mobilier urbain n'est pas pris en charge par les publicitaires. Moi je vois souvent quand je vais dans des zones plus rurales, les abris de bus de la tech en rondins de bois. Et donc quoi, est-ce que c'est aussi JC Déco? Comment ça se passe? Puisque dans les villes, c'est vrai que les mobiliers urbains, donc s'il n'y a plus de contrat, comment ça se passe? Et puis comment ça se passe par ailleurs, là où il n'y a pas de contrat? Alors, il y avait une question sur la campagne de Médecins du Monde. Est-ce qu'elle est soutenue par certaines villes, notamment par Grenoble? Est-ce que cette campagne a été affichée quand même dans certaines villes où il n'y avait pas de contrat? Il n'y a que Grenoble comme exemple. Voilà. Est-ce que les villes pourraient par ailleurs, ont des panneaux dans lesquels elles décident de mettre ce qu'elles veulent? Et qu'elles pourraient par ailleurs mettre cette affiche-là dans les panneaux? Je sais qu'à Liège, en tout cas, en faisant les recherches, j'ai vu qu'il y avait une série de panneaux qui sont libres. Et qui sont souvent tournés vers les murs. Donc voilà. Alors il y avait aussi une question sur l'évolution historique de cette publicité dans l'espace public. Alors c'est vrai moi j'aime beaucoup dans les villes les murs des bâtiments qui sont peints et souvent je trouve qu'ils disparaissent avec le temps. À Bruxelles il y en a beaucoup. Aujourd'hui c'est des graffeurs qui passent des messages politiques via ça, donc finalement ça reste des espaces d'expression. Mais est-ce que ça a toujours été aussi développé? Est-ce qu'il y a toujours eu ce lien aussi mobilier urbain, publicité, ou depuis quand est-ce que ça existe? Si vous avez une réponse par rapport à ça, comment ça se passait avant? Alors, il y a aussi une question qui dit, est-ce que finalement, il faut supprimer la publicité dans l'espace public, ou est-ce qu'on peut envisager de changer la publicité, voire de la cadrer dans le message, ou dans sa forme, hein? Donc ça, vous l'avez un peu évoqué, notamment, peut-être ne plus autoriser les grandes pubs sur les bâtiments, mais garder les panneaux. Voilà. Quelle est la limite que vous vous posez en tant que collectif? Voilà. Est-ce que c'est plus radical? Est-ce que c'est plus sur le fond? Il y avait une dernière question. Ça, c'est plus... c'est moi qui l'ai ajouté, j'avoue. C'était la question parce que ça aussi, par exemple, moi, je suis toujours impressionnée de
du non-confort des abris de bus qui sont déjà un frein à l'usage pour moi des transports en commun, notamment quand on a des enfants ou quand on est une personne à mobilité réduite. Et qui plus est, en Belgique, où je ne vous fais pas un dessin, c'est pas Sao Paulo, hein, il fait pas très beau, et donc on est souvent peu ou mal protégé du froid, des intempéries. Et est-ce que les villes ou les réseaux de transport ont un droit à dire là-dessus, ou est-ce que c'est imposé par JCDecaux? Comment ça se passe finalement, puisqu'on est nous-mêmes usagers de ces abris de bus, et donc on n'a pas nécessairement notre mot à dire. Voilà. Oui. Ok. Vous pouvez vous me la donner, et alors on la rajoute après, ou dans la deuxième salve de questions, ça va? Comme il y en a déjà 5. Vous la gardez bien en tête, ou notez-la pour être sûr de ne pas l'oublier, d'accord? Alors, peut-être qu'on peut rassembler ce que je vous propose. On peut peut-être rassembler la question sur des mobiliers, donc le choix ou quid des mobiliers urbains, ensemble, et je ne sais pas qui veut y répondre. Vous pouvez répondre tous les deux. Et ensuite, peut-être la question de la position des partis politiques et justement de la marge de manœuvre des villes, si elles veulent ou pas soutenir. Et puis on fera les deux autres, ok? Je vous repasse le micro. On commence par le mobilier. On commence par une question et puis on passe chacun, ou je vais faire un... Ouais. Ok, donc par rapport au mobilier, justement, nous on a forcément envisagé cette question-là parce qu'on essayait de répondre aux questions qu'on nous posait, et donc ce qui est vraiment, je trouve, assez vicieux dans cette histoire-là, c'est que en fait les gens chez JCDecaux c'est vraiment des génies, quoi. Ils sont, en gros, quand on va voir sur Wikipédia, Abribus, c'est une marque déposée et c'est en fait une invention de JCDecaux, quoi. Donc c'est JCDecaux qui a l'idée de se dire, voilà, nous on est une entreprise publicitaire, ce qu'on pourrait bien faire, quoi. Et donc, comme ils savent si bien faire, ils ont suscité un besoin, et en fait, ils ont suscité quelque part une addiction des finances publiques à la publicité, quoi, en venant proposer quelque chose qui est bien. Donc l'idée, c'est de venir trouver une ville qui, imaginons à la base, n'a pas d'abribus. Les gens attendent le bus sous la pluie. On leur dit, voilà, on vient vous installer gratuitement des abribus. Même peut-être on vous paye une petite somme ou pas, mais voilà, vous n'avez rien à débourser. Juste en échange, on a le droit de mettre plein de pubs dans votre ville. Alors évidemment, les pouvoirs publics municipaux, on leur propose un cadeau comme ça, ils disent oui, quoi. Donc en fait, Decaux invente l'abribus, Decaux invente aussi le Vélib, les vélos en libre service contre l'espace publicitaire. Donc ça, bon, voilà, c'est vraiment des malins, quoi. Donc par contre, la question de dire que quid lorsqu'il n'y a pas de contrat de pub, nous, on a été voir un peu dans les communes autour de Liège, et effectivement, il y a les communes, en fait, la plupart sont jalouses de ne pas se faire proposer de contrat de pub parce qu'elles ne sont pas suffisamment urbanisées ou pas suffisamment riches ou que sais-je, et que dans les calculs de Decaux, c'est pas intéressant d'aller installer des abribus et des pubs, là, c'est pas hyper rentable. Et donc, en fait, du coup, les communes plutôt rurales, elles se retrouvent, et donc on a regardé la situation en Wallonie. Je ne sais pas comment c'est au niveau de la région bruxelloise, mais au niveau de la Wallonie, il y a la SRWT, donc la société, enfin en gros les techs, quoi, qui propose aux villes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un contrat publicitaire, ou qui propose tout qui veut, d'intervenir dans le financement des abribus. Et donc ils peuvent choisir un des modèles qui sont proposés, donc développés par la SRWT. Et c'est notamment, il y a un peu un abribus béton vert, puis il y a un modèle un petit peu plus cher avec des petits rondins de bois, ou alors les communes peuvent dessiner leur propre modèle, et il y aura une intervention à ce moment-là de la SRWT à hauteur de 80%, je pense, du prix. Donc nous, c'était ça notre proposition, c'était de dire à la ville de Liège, organisons un concours de design, dessinons les nouveaux abribus, et alors de demander au niveau régional d'intervenir pour le financement. Alors encore un mot sur les mobiliers urbains.
Il y a quelque chose de vraiment intéressant qu'on a constaté en suivant un peu l'élaboration du processus, c'est que donc c'est d'abord la ville en fait qui rend un appel d'offres en disant ben moi j'aimerais bien des abribus qui ont tel nombre d'abribus, autant d'abribus doubles, autant d'abribus simples, et qui ont telle caractéristique, telle hauteur, etc. Et les sociétés remettent des offres, quoi. Et alors, en fait, il y a des choses qui apparaissent dans les offres qui n'étaient pas... Enfin, ici à Liège, en tout cas, l'appel d'offres était relativement vague par rapport à une série de choses. Ça demandait un abribus, machin, et ça demandait de faire 3 propositions. Alors, c'est Deco et Clear Channel qui ont rendu chacun une offre et où ils faisaient des différentes propositions d'abribus. Et on n'a pas pu les consulter directement, mais on a eu, via des conseillers communaux qui ont pu les analyser, nous ont rendu un rapport. Et donc, on observe notamment que le fait que les bancs soient inconfortables, c'est absolument voulu. C'est d'ailleurs vanté comme un, je ne sais plus le mot qu'ils utilisent, mais l'idée est que les bancs soient inconfortables pour y dormir ou pour y rester assis trop longtemps, quoi. Donc ça vous permet de vous reposer pendant quelques minutes en attendant le bus, mais on veut éviter d'une part des personnes des personnes qui dormiraient dessus. Et on veut aussi éviter les bandes de jeunes qui vont rester occuper l'espace public, parce que ça, c'est pas une occupation de l'espace public qu'on a envie d'encourager. Mais alors, ce qui est intéressant, alors là, peut-être que du coup, JC Degaut joue le rôle du Père Noël, la ville n'ose pas elle-même peut-être le demander ou écrire ça dans son appel d'offres, mais on lui rend, de toute façon, ici, Deco et Clear Channel ne laissaient pas le choix. Tous les deux avaient proposé uniquement des bancs qui avaient cette caractéristique d'être inclinés et d'être anti, je ne sais plus quoi, enfin, ils n'appelaient pas ça anti-SDF, mais donc c'est ça qui est proposé, et c'est ça que la ville va joyeusement choisir d'installer, sans qu'il y ait eu de débat sur le choix qui est fait, quoi. Donc, voilà, sur la question du mobilier urbain. Voilà. Nous, on imaginait peut-être une petite proposition, c'est dans le cas où la ville décide d'arrêter un contrat et peut racheter le mobilier à prix coûtant ou à une version moindre vu l'usage qu'il a déjà subi. On sait que les clés sont très faciles à obtenir et on invite tout le monde à s'en procurer s'il le désire. C'est 3 ou 4 euros la clé. Et c'est qu'après, cet espace-là peut être laissé à disposition d'écoles d'art, de collectifs d'habitants ou d'associations culturelles, et d'avoir des comités qui qui représenteraient les personnes désireuses de s'approprier cet espace-là, avec des modalités à définir en toute autonomie, et qui décident eux-mêmes de quel affichage ils souhaitent voir dans leur quartier, quelles valeurs ils aimeraient exposer, avec une charte qui éviterait de tomber dans les messages homophobes, racistes, exclusifs, quoi que ce soit. Donc voilà. Et on invite tous ceux qui veulent se désirer des clés à nous contacter après. On en a plein. Je vais juste ajouter par rapport à la question technique de qu'est-ce qu'il advient du mobilier si on ne renouvelle pas le contrat. Bah, en général, c'est écrit dans le contrat. En tout cas, hier, il était prévu que le mobilier urbain devenait propriété de la ville au moment où il était installé. Donc on ne vient pas désinstaller les poubelles, sauf les abribus, qui eux restaient propriété de Deco, ce qui évidemment fournissait un avantage, une grosse longueur d'avance à Deco lorsqu'ils rendaient une offre pour le contrat, parce que eux avaient la possibilité d'économiser le prix des abribus qui étaient déjà installés par rapport à leurs concurrents qui devaient eux, installer de nouveaux abribus, ou à l'autre possibilité où la ville devait elle-même installer des abribus. Et puis en gros, par rapport à la question des espaces qui sont accessibles à la ville ou au public, et même du mobilier en général, nous on trouve que ce qu'il y a de problématique dans cette histoire, c'est qu'on prend le problème à l'envers. Lorsqu'on fonctionne avec des contrats pubs, c'est Deco qui va venir proposer toute sa gamme de matériel qui est a priori plutôt du mobilier urbain, qui est pensé dans l'optique de rentabilité évidemment de JC Deco, et qui répond pas forcément aux besoins de telle ou telle ville ou des habitants. Et donc du coup,
la ville de Liège se retrouve à avoir, nous on s'est amusé à prendre des photos, donc eux-mêmes demandent dans leur appel d'offres, ils disent, voilà, il y a 950 faces publicitaires, on demande qu'il y ait 100 faces qui soient accessibles à nous, enfin à la ville pour mettre ce qu'on veut dessus. Et donc en fait, ils se retrouvent du coup à avoir ces 100 faces, et en fait, c'est pas vraiment parti c'était pas leur idée à la base, ils l'ont comme ça, alors on a l'impression qu'ils les remplissent avec soit une affiche sur ramasser vos crottes de chien, ou on va donner autant de faces à l'Opéra de Liège, au Théâtre de Liège, etc. Et c'est bon, d'une part, c'est Deco qui choisit où sont les faces, parce que la ville n'avait pas pensé à mettre dans le contrat que les faces devaient être les plus visibles, et donc nous on a pris des photos de faces qui sont parfois, il y a une pub d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a le panneau est juste contre le mur, et de l'autre côté, il y a la pub la face qui est accessible à la ville, et donc ça c'est absurde. Et alors pour ça, on trouvait intéressant justement, quand on nous posait cette question-là, nous on répondait que alors partons du besoin, partons des acteurs culturels. Est-ce que eux, ils ont envie de, en fait, quand on entend parler l'adjointe au maire de Grenoble, elle explique qu'eux, ils ont eu ce problème-là. Qu'est-ce qu'on va faire du coup pour remplacer l'affichage publicitaire, et que les théâtres, les lieux culturels ont expliqué que eux, c'était pas forcément leur demande d'avoir une pub de 1,80 m sur 1,20 m qui était sur un abribus comme ça, qu'a priori, ce qui eux les intéressait, c'est d'avoir plutôt des affiches de petite taille, le genre d'affiche qu'on s'arrête devant si on est intéressé de savoir les pièces qui sont programmées au théâtre, et pas quelque chose de 2 mètres de haut qui vient vous happer l'attention. Donc juste que c'est intéressant de retourner le problème plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on va faire de cet espace qui nous est fourni par Deco, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a envie en tant que ville, en tant qu'habitant, en tant qu'association, comment est-ce qu'on aurait envie d'afficher, quoi. Sur les partis politiques, oui, ça c'est vite répondu. Allez. C'est pas exactement ça. En fait, il y a 2 contrats différents. Il y a à Grenoble, ils ont un contrat transport en commun donc il y avait un contrat ville qui prévoyait l'installation de panneaux dans la ville, et c'est ce contrat-là qui est arrivé à échéance. Par contre, ce contrat-là concernait uniquement des panneaux qui étaient installés et pas des abribus. Les abribus à Grenoble, ils sont toujours publicitaires en effet, et ceux-là, ils sont dans le cadre d'un contrat transport en commun qui est pris à l'échelle de je sais plus comment, la métropole, je crois qu'ils appellent ça. C'est pas juste la ville de Grenoble, mais les communes alentours, qui ne sont pas les mêmes majorités. Et quand on parle à l'adjointe au maire de Grenoble, elle explique qu'ils n'ont toujours pas pu se mettre d'accord sur le non-renouvellement de ce contrat-là, et qu'a priori, en effet, ils allaient vers un renouvellement du contrat qui permet des abribus publicitaires. Alors ils expliquaient qu'ils allaient du coup faire des demandes pour que ce soit plus écologique, etc. Là on arrive dans tout le débat de supprimer la pub ou changer. Alors pour répondre à la question sur la position des partis politiques, à Liège on a une majorité PS-CDH qui est la même majorité en fait depuis 30 ans, donc c'est eux qui ont signé le contrat en 2001. Et l'opposition, donc MR, Écolo, PTB, Vega. Et alors on était directement soutenu par l'opposition Écolo, PTB et Vega, qui nous ont tous les trois, qui étaient à 100% derrière nous. Au niveau de la majorité, forcément, c'est pas passé, mais c'est quand même intéressant que lorsque la ville est sortie en disant en fait on va renouveler le contrat, ils ont tourné ça de manière intéressante dans leur communiqué de presse en disant on a entendu la mobilisation citoyenne qui nous demandait la réduction de la pression publicitaire, on salue la mobilisation citoyenne, etc. On les a entendus, et donc on va diminuer la pression publicitaire. Donc après ils expliquaient qu'il y avait une réduction de 10% du nombre d'abribus, alors que par ailleurs il y avait l'installation de certains panneaux LED, en somme, d'après nous la pression publicitaire n'est pas réduite, mais ils n'ont pas répondu en disant oui en fait la publicité est une bonne chose pour notre ville et quelque chose qu'on veut encourager, mais
ils ont dit oui, on est d'accord avec vous, en évidemment répondant à l'argument financier et en essayant de présenter ça comme une réduction de la pression. Ben, ouais, on ne les a pas vraiment entendus sur la question. J'avoue que ils ont voté pour le renouvellement. Eux, ils ont déposé des amendements en demandant qu'on pense à intégrer des dispositifs Wi-Fi, etc. dans les panneaux, dans une optique de Smart Cities. Bon, j'avoue que nous, on se doutait bien qu'on n'aurait pas beaucoup de répondants à notre argumentaire de la part du MR, donc on n'a pas beaucoup insisté non plus pour essayer de leur demander de déposer des amendements. Oui, c'est juste pour revenir sur le parti politique. Évidemment, on va cracher sur la droite et le MR. La publicité a été supprimée sur France Télévisions par Sarkozy. Donc je ne pense pas que ce soit une cool... Pardon ? Non. C'est juste que... Je ne pense pas que ce soit une question de couleur politique de parler de la suppression ou du laisser-faire de la publicité. C'est tout, voilà. Un petit message d'espoir, il n'y a pas que les partis de gauche qui sont contre la pub. Je vais à la commune la plus riche et la plus à droite de la région bruxelloise, au lieu Saint-Pierre, où la pub est interdite depuis au moins 20 ans. C'était interdit par Jacques Van den Noot, qui se trouvait à la droite du MR. C'était repris par Draps après, c'est repris actuellement par une autre majorité, CDH Écolo, des filles, mais c'est à chaque fois des ailes droites de chaque parti. Et la pub est interdite, et je crois sur les abribus aussi. Par contre, en échange, ils ont leur revue, la revue communale, qui est en papier glacé, enfin vraiment une version luxe, qui ne coûte rien à la commune, et la moitié des pages c'est de la publicité, mais que des commerçants de la commune. Le débat autour de la présence publicitaire dans l'espace public est un débat qui, malheureusement, n'est pas basé sur des éléments d'analyse politique ou sociologique. C'est basé essentiellement sur des analyses financières. Et à Liège, on a montré que c'était un film relativement faible, et pour ne pas dire très faible. Mais par rapport au point précis de ce qui se passe sur les ondes, sur les chaînes publiques françaises, en fait, si l'on regarde un peu, la décision a été prise effectivement sous Sarkozy, poursuivie jusqu'à présent, mais en fait, on a un remplacement complet de la publicité par des sponsorisations. Si vous regardez, donc jusqu'à 20h, vous avez par exemple le dimanche soir, il y a le débat sur France 3, c'est politique, ça s'arrête à 19h55 pour une guillemets pause, donc il y a 5 minutes de publicité stricto sensu, mais après sur les 3 chaînes, vous avez 3, 2, 3, 4 parfois sponsorisation pour tous les programmes. Donc en fait, la porte publicité est fermée, mais en fait elle est rentrée par la fenêtre. Et donc là, il y a apparemment personne ne bronche, et en fait, il n'y a rien qui a changé. Pendant une période, il y a eu un trou. Il n'y avait pas de sponsor, mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est exactement au même niveau, sauf que c'est des sponsors et pas des publicités. Je n'ai pas de réponse vraiment historique, mais on voit quand même certaines choses évoluer tout simplement en tant que citoyen, pas en tant qu'historicien de la publicité ou quoi. Mais au départ, on voit beaucoup, comme tu disais là tout à l'heure, sur les murs, peint directement sur les murs, ou même une société d'assurance comme sur le super beau bâtiment en face, où c'est vraiment intégré même dans l'architecture des maisons. Enfin, c'est quand même des choses qu'on peut observer. Jusqu'à maintenant, on arrive à des panneaux lumineux. Avant aussi, dans la publicité, il y avait beaucoup plus de texte, parce que c'était adressé à un autre public qui prenait le temps. On avait plus le temps de lire, d'analyser le produit. Maintenant, ça doit être des flashs. Enfin, ça doit être c'est agressif, ça doit être rapide, ça doit tout de suite taper dans l'œil. Avec quelques mots, on doit être atteint. Il y a un autre effet aussi un petit peu pervers. Donc, il y a la publicité, elle veut aussi jouer sur le truc cool, plus maintenant, comme ça, le côté urbain, street. Donc ça, on voit aussi de plus en plus apparaître dans l'espace public des messages de publicitaires qui sont sur le sol, comme graffés à la bombe,
au Karcher aussi dans des saletés. Enfin, donc, ce truc où la publicité, enfin, en tout cas, on voit cette évolution par rapport à notre société, en fait. Comment, oui, voilà, c'est ça. Et il faut que ce soit ludique, quoi. Il faut que ce soit chouette à regarder. Il faut que ça nous amuse. Beaucoup plus que juste nous informer. Voilà. Peut-être très brièvement, pour ma part, je pense que la lutte contre la publicité, ça reste juste un moyen, pas une finalité. Donc, même si je pense qu'on serait plusieurs dans le collectif à être pour une interdiction complète de la publicité pour qu'on puisse être en mesure de sortir de cet individualisme ambiant et d'arriver à tourner notre énergie et l'intelligence et la créativité qui sont développées tous les jours à vendre et concevoir des produits inutiles, plutôt à entreprendre du changement pour surmonter les enjeux à venir. Je pense qu'il faudrait qu'on se tourne définitivement vers une interdiction. Après, je ne suis pas naïf, je vois que les choses vont de plus en plus mal, toujours plus à droite, toujours plus dans un élan sécuritaire, identitaire, et qu'il y a peu de chances que ça arrive. Mais je pense que c'est important aussi aux personnes qui sont conscients des enjeux à surmonter, de se rassembler et de s'organiser pour contrer ça. Non, je voulais juste dire, je crois que dans l'absolu, effectivement, on voudrait bien, c'est un peu comme une utopie, qu'il n'y ait plus de publicité du tout. Mais dans toute lutte, je pense que si on veut tout de suite atteindre un truc un peu utopique, qu'on peut se perdre. Et je pense qu'en attendant que ce soit aboli complètement, enfin qu'il y ait un peu une utopie, il y a quand même des choses concrètes qu'on pourrait exiger, comme pas de publicité près d'une école par exemple, ou une publicité de certaines tailles. Voilà, donc à mon avis, il faut quand même si la finalité ce serait qu'il n'y ait pas de publicité du tout, commencer par des choses concrètes et réalisables qu'on pourrait atteindre. Simplement peut-être rajouter que ici on fustige surtout parce que c'est le plus facile les mass médias, mais il y a peut-être aussi un côté positif à ce que la publicité reste dans les mass médias où elle est identifiée comme telle. C'est-à-dire qu'on l'a évoqué là tout de suite en disant voilà, on arrête la publicité sur France Télévisions à partir de 20h. Elle revient quand même par la fenêtre avec des sponsorings. Ça sera la même chose sur Internet, c'est-à-dire que si on ne la cadre pas dans des bannières, elle passera par un autre moyen qui aura beaucoup moins l'air d'être de la publicité. On voit le bon que fait pour le moment ce qu'on appelle le native advertising, c'est-à-dire la publicité qui ressemble à des articles. Donc peut-être qu'il y a aussi du bon à ce que dans les mass médias reste la publicité, et est-ce qu'on est en mesure de l'empêcher de revenir par la fenêtre, c'est toute la question, quoi. Ouais. Oui, et puis on sait agir, nous, au niveau local, national, mais quand on parle de placement de produits, ça vient quand même de l'international. Alors on va faire quoi? Boycotter les films de James Bond en Belgique? Enfin, c'est vraiment une économie qui est tellement énorme et planétaire qu'on peut agir à l'échelle nationale sur nos médias belges. Après, ce qui arrive de l'international, qu'est-ce qu'on va faire? Là-dessus, il y a eu une directive européenne qui a passé l'année passée, je pense, dans l'indifférence à peu près générale, et qui a permis justement cette directive qui cadre le temps de publicité à l'antenne et le temps de placement de produits dans les chaînes publiques, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'était une refonte qui a permis d'être beaucoup plus flexible. Au lieu d'avoir 20 minutes en un seul bloc en 1 heure, ça permettait de faire 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et ça permettait aussi beaucoup de généraliser le placement de produits. Et donc, en fait, un cadre, il y en a tout à fait. C'est juste qu'on est en train de le démonter. Mais c'est tout à fait possible de cadrer ce type de pratique, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Et en soi, évidemment, on sait que les publicitaires n'attendent pas ni l'interdiction ni la régulation pour eux-mêmes
sortir du cadre et créer ce qu'ils appellent du guérilla marketing en faisant des projections sur des monuments publics, des dessins au Karcher par terre, tout ça en parfaite illégalité. Donc en soi, je pense pas forcément que la restriction d'un côté augmenterait l'illégalité de l'autre côté. Je pense qu'en soi, la logique veut qu'ils explorent tous les espaces possibles, peu importe qu'un cadre existe ou non. Ou tu parlais alors de publicité plus éthique. Et en fait, qu'est-ce que c'est la publicité éthique? C'était vraiment juste ma question qui là planait. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment chacun à son échelle de valeur. Et ce que j'explique à mes étudiants, c'est que il existe en réalité, si on veut vraiment grossir le trait, deux extrêmes à une échelle, qui seraient ceux qui considèrent qu'une publicité, même commerciale, qui se mêle d'éthique, bah, c'est déjà ça. Et que c'est quand même une bonne chose que plutôt que de vendre sa soupe, au moins elle se mêle de problématiques éthiques. Et puis à l'extrémité de l'échelle, il y en aura toujours qui diront ça reste de la pub, et même si c'est pour la bonne cause ou si le discours est bien, ça restera de la pub et c'est problématique. Et donc je pense que chacun a sa religion à faire. Moi, à chaque exemple de publicité éthique que je soumets à mes étudiants pour leur ouvrir les yeux et pour les niaiser et pour leur donner des pistes, je pense que tout est critiquable. Quel que soit le discours publicitaire, il pourra être attaqué dans un sens ou dans l'autre. Donc, publicité éthique, franchement, je n'en ai pas encore trouvé, puisque si on veut vraiment l'attaquer, elle reste publicitaire, et donc ce serait de l'art. Donc, encore l'art à des fins non lucratives, parce que l'art, ça reste quand même quelque chose à vendre aussi. Enfin, donc, non, j'ai des tas d'exemples, mais qui à chaque fois taclent l'un des nombreux reproches, mais pas la totalité, certainement pas. Ben, pour le deuxième point, il y a eu l'exemple récent des nombreuses plaintes qui ont été enregistrées par le comité jury d'éthique publicitaire qui était concerné la pub Sugar Daddies, donc qui incitait à la sortie des universités les étudiantes à se prostituer pour des hommes aisés. Ça, on a vu, je pense qu'elle a été par la suite censurée, mais au final, ça c'était un peu une pub coup de poing avec peu de coups, et on a vu qu'ils ont fait le buzz et ils ont été à la une de tous les médias et tout le monde a pu s'indigner un bon coup, mais après, le mal est fait parce que le fait est que leur audience a explosé et que la publicité, maintenant, ils se sont fait connaître autant en Belgique qu'en Hollande et en France aussi. Donc ça, malheureusement, les moyens sont assez limités. Concernant les risques légaux, ça je pense que Robin pourra mieux y répondre que moi, mais concernant les diverses actions qu'on a eues jusqu'à présent, on n'a pas eu de poursuite. Je pense qu'il y a une stratégie de Clear Channel, JCDecaux, de vouloir montrer qu'ils sont au-dessus de tout cela et pas vouloir nous tendre le crachoir. Un procès, c'est de nous donner plus de visibilité, visibiliser le fait que de plus en plus de personnes sont prêtes à prendre le risque de s'exposer pour lutter contre la publicité. Donc jusqu'à présent, je pense qu'ils ont fait une analyse de coût-bénéfice. C'est pas encore intéressant pour eux de venir le poursuivre. Ça reste illégal, mais le problème, c'est qu'il y a très peu de cas qui concernent vraiment le détournement publicitaire. Dans le cas, on pourrait considérer qu'ils pourraient nous poursuivre pour le montant où on a retiré la publicité, qui serait un manque à gagner, ou alors des sanctions administratives communales qui pourraient se limiter à 350 € en fonction des communes. Mais jusqu'à présent, c'est un peu du fictif. Le fait est que jusqu'à présent, le plus gros danger, c'est les travailleurs même de JCDecaux, qui doivent être, à mon avis, bien galvanisés par leur manager d'arrêter ces satanés vandales. Et ils ont déjà essayé, tout en outrepassant leurs droits, donc en essayant d'entraver physiquement le déplacement de personnes, ce qui n'est pas du tout dans leurs attributions, et qu'ils sont prêts à être violents, alors que nous, on s'attaque à des marques et nullement à des entités physiques. Mais peut-être que Robin, qui est un peu plus background. Et aussi, il y a les petits carnets de Liège sans pub qui font justement un récapitulatif de toutes les... Ouais. Et j'ai oublié de le dire, mais on a ici les documents qui sont produits par Clear Channel qui vantent les bienfaits de la publicité
et d'à quel point ils ont un impact sur le consommateur. Donc pour ceux qui doutent encore que la publicité change les comportements, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette salle, ben, eux ils le chiffrent, et bon, on peut présumer qu'ils ont un peu gonflé les chiffres, mais à mon avis, ils ont quand même bien documenté leurs recherches. Donc juste, voilà, ici c'était un petit kit anti-pub qu'on avait préparé avec Liège sans pub, avec, sans garantie évidemment, mais enfin c'était d'après les recherches qu'on avait fait. D'après ces recherches, on ne peut pas considérer que c'est illégal en soi l'ouverture du panneau. C'est pas une effraction, parce que l'effraction n'est qu'une circonstance aggravante du vol, et a priori s'il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'effraction, d'autant plus que c'est pas un domicile, mais donc le fait d'ouvrir le panneau n'est pas une infraction, en tout cas qu'on a pu identifier. Le fait d'apposer une affiche n'est pas non plus une infraction, sauf avoir les dispositions qui existent dans les communes, parce qu'il y a des communes qui prévoient des sanctions administratives communales pour, par exemple, affichage sauvage, donc avoir placé une affiche sans avoir demandé une autorisation, sans avoir un éditeur responsable, etc. Donc ça dépend vraiment d'une commune à l'autre. Donc voilà, le risque est une sanction administrative communale à ce niveau-là. On sait que ça a déjà été le cas, mais ce n'est pas une infraction. Par contre, enlever l'affiche pourrait éventuellement constituer un vol à voir. On sait qu'il n'y a pas de jurisprudence en tout cas à ce niveau-là. Et pour ce qui est de... il y a déjà eu des cas où effectivement JC Decaux va écrire à quelqu'un qui a été vu en train de recouvrir une affiche en disant vous me devez en fait autant parce que votre affiche qui était présente pendant X heures sur X panneaux me crée un manque à gagner de autant. Alors ça, il n'y a aucune jurisprudence à ce niveau-là. JC Decaux pourrait tout à fait tenter au civil de venir défendre cette thèse-là en montrant qu'il aurait pu recevoir autant, etc. Mais je pense que ce n'est pas évident de montrer un préjudice. A priori, ça ressemble plus à de l'intimidation qu'à une thèse sérieuse. Enfin, nous, on a des doutes qu'ils aillent vraiment ici choisir de faire un procès public dans lequel ils auraient quand même le mauvais rôle. Donc voilà, maintenant, à vos risques et périls, pour ce qui est des actions, on sait que les publicitaires sont extrêmement créatifs et je pense que gros bien face aux activistes s'ils sont tout aussi créatifs. Bah oui, je pense qu'il y a quand même des risques et il vaut mieux quand même bien se préparer, je pense, mettre 2 ou 3 minimum pour faire une action, qu'il y a des personnes qui regardent. Parce qu'effectivement, le plus dangereux, moi ça m'est arrivé qu'un gars de JC Decaux m'a attrapé, il m'a demandé mes papiers, il m'a tenu, j'ai voulu partir, j'ai dit lâchez-moi, non, vous attendez la police, j'ai essayé de m'enfuir, il m'a tiré par terre, enfin, c'est devenu violent, quoi. J'ai réussi à m'enfuir quand même, mais voilà, j'étais un vandale qui disait au téléphone. Ouais, voilà, donc voilà, juste pour dire qu'il faut quand même un petit peu faire attention et faire ça d'une manière un peu organisée et voilà. Ouais, je voulais revenir sur 2 choses, une réponse et puis une dernière question. À la limite, je peux comprendre sans excuser que les personnes qui travaillent pour JC Decaux, donc les ouvriers, eux, leur but, c'est qu'ils doivent entretenir les abribus. À la limite, ils s'en foutent de la pub qu'il y a dedans, c'est un boulot comme un autre. Donc vous dégradez leur travail plus que dégrader l'image que renvoie JC Decaux. Je comprends qu'eux, en leur personne, en arrivent à devenir violentes, vu qu'ils devront passer d'office derrière vous pour nettoyer. Ils devront ramasser les bouts de verre, ils devront ramasser des... Oui, c'est ouvert, c'est fermé, ils vont devoir repasser, rouvrir, fermer, c'est... Voilà. Alors, vous parlez beaucoup de démocratie, de rendre l'espace aux citoyens, je me trompe ou pas? C'est le but ici, aussi bien pour Liège sans pub que pour brainwashing. Le citoyen, il s'en fout en temps normal, enfin de la pub. J'ai vu, donc, oui, je suis désolé, la majorité des citoyens, ils s'en foutent. Oui, alors déjà le sondage, c'est la pétition de Liège sans pub qui recense 5000 signatures sur 200 000 personnes à Liège. Et ensuite, c'est les avis de la ville de Grenoble. Voilà, la ville de Grenoble, donc le Point et le Nouvel Observateur ont fait deux petits sondages dans la ville de Grenoble. Enfin, je pense que c'est des journaux sérieux, disant que la majorité des Grenoblois sont dans l'indifférence totale
par rapport à la publicité, par rapport à la non-publicité dans leur ville. Donc voilà, c'est un petit peu toujours le même discours, donc les mêmes exemples qu'on remonte au niveau de la publicité sexiste, raciste, et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais l'affichage dans les rues, c'est votre combat, c'est pas le combat de tout le monde pour le bien de la société. Voilà, c'est là-dessus que je voulais au moins revenir. Juste dire qu'on a beau être des journalistes sérieux, on peut toujours remettre en cause le sondage par définition. Hein. Donc, je pense que c'est un peu prétentieux de notre part de dire qu'on parle au nom de tous les citoyens, c'est sans doute pas le cas. Mais je pense aussi que la majorité des acquis sociaux qui ont été faits actuellement ont été faits grâce à une masse critique d'une minorité qui a fait débloquer une majorité qui était dans une première mesure passive et puis qui s'est rendu compte d'un certain mouvement. On n'a jamais eu 90% de la population dans les rues, mais il suffit d'en avoir 10% pour que les choses avancent. Donc je pense que même si 5000 personnes sur 200 000, ça peut paraître peu, je ne pense pas qu'une pétition pour le maintien de la publicité aurait fait plus de personnes, loin de là. Je pense qu'une majorité des gens sont dans l'indifférence, mais une majorité des gens ne ferait rien ni dans un cas ni dans un autre. Et nous, de notre expérience qu'on a dans la rue, c'est qu'il y a des personnes qui viennent nous remercier de changer la publicité, qu'il y a des personnes qui sont interloquées majoritairement positivement. J'ai jamais vu un citoyen lambda qui ne travaille pas là-dedans, qui a fait barrage de son corps pour qu'on laisse la publicité à sa place. Ça, c'est jamais arrivé. Et concernant les ouvriers JC Déco, je pense qu'ils sont payés à l'heure, donc le fait qu'ils doivent plus ou moins travailler, ça ne change pas grand-chose. C'est juste s'ils rentrent dans cette logique managériale de on parle en nous c'est JC Déco, nous, il faut préserver nos espaces. Je peux comprendre qu'ils arrivent dans des logiques violentes, mais je pense que aussi, s'ils n'en ont rien à foutre de la publicité, comme tu le dis, ça peut très bien leur passer de la tête et ça dépend d'un cas comme de l'autre.